Par une chaude après-midi, un lion s'était assoupi dans une grotte obscure et bien fraîche. Il s'endormait tout juste, quand un rat lui fila le long du museau. Avec un grondement, le lion leva sa lourde patte et l'abattit sur l'impertinent. « Je vais t'écraser, misérable !» rugit-il. « Je vous en supplie, épargnez-moi !» gémit le rat. « Si vous me laissez aller, je promets de vous aider un jour !» Comment un faible petit rat pourrait-il me venir en aide, à moi, le roi des animaux? Tu te moques de moi? Le lion éclata de rire. Il rit tant et tant qu'il en leva les pattes, et que sans faire ni une ni deux, le rat se sauva. Quelques jours plus tard, le lion chassait dans la savane. Il rêvait avec délice à son prochain repas, quand soudain, il trébucha sur une corde. Aussitôt, un énorme filet tomba sur lui. Le lion se tourna, se contorsionna, se tourna encore. Mais en vain. Plus il remuait, plus le filet resserrait son étreinte. Le lion rugit de rage et de désespoir. Il rugit si fort que tous les animaux de la savane l'entendirent. Et parmi eux, le rat. Sans perdre une seconde, il accourut auprès du prisonnier. « Oh, puissant lion !» couina-t-il. « Si vous vous tenez tranquille, je vous aiderai à vous échapper !» Le lion, un peu vexé, ne bougea plus. Il n'avait pas l'air fier, allongé sur le dos, tandis que le petit rat grignotait patiemment les mailles du filet. Peu de temps après, le lion était libre. Tout penaud, il ronronna. Tu m'as sauvé la vie. Jamais plus je ne rirai de toi ou de tes semblables, car on a souvent besoin d'un plus petit que soi. So you can see the giraffe is still breathing. The lion is still looking up. No. I used to emphasize a lot on details to make it as real as possible, but right now I'm trying to make whatever things I do, the subject itself is, as long as it's clear enough that you understand what you're trying to, to draw. It need not have to be super detailed. As long as the flow is there, I think tattoo is about flow, The road's been long in the Lion Sea, but they're all the pieces of me. It's just sort of like a medium that I'm very, very curious about. It began as like sort of like I'm curious about it. That's why I sort of buy all the starter kit and try it on my friends. The first one I actually tried on a pigskin. I always like to try a lot of mediums, to understand, the basic structure of how you're gonna do it. And tattooing is one of them that I think is the hardest to master. I mean, the reason why I like to actually not doing a sketch, but instead a full a full artwork, it's not exactly in the way that I want to prove something or what. It's actually an excuse for me to draw. Sometimes when you run out of ideas as an artist, and you need some excuse to draw at the same time. So you have customer coming in giving you some ideas. Then it's like, oh yeah, finally I got something new to draw. And I find it quite interesting to actually draw stuff on the computer. It's sort of like it's very fast in a way. But the best thing about doing this kind of digital art, you can play around with layout, especially when it comes to designing a custom design for a piece of back piece, for example. You can play around with different layout. Maybe the main subject, you can place it there. You can place if you talk about drawing on a piece of paper, if it's there, it's there.
Okay, the beginning was really tough, you know. I mean, I would definitely suggest anyone who wanted to be in this scene, you know, to be really, really mentally prepared. As like, you know, you have to sacrifice a lot of things. I think I struggled for almost 10 years to become, you know, who I am now. Especially when you talk about Asia industry, you know, it's like they never think it's gonna work, you know. They always say things to put you down, you know, or things to wake you up in a way that, you know, like, please, you know, get yourself an actual job, you know, stop wasting your time, you know, you're not going to be earning much from just doing tattooing, you know. And I was actually, at the point of time, I was already expecting it to be a very, very tough road. And I'm really prepared to sort of like, to earn like peanuts, you know, throughout my entire life, you know, as long as I'm happy, you know, producing things that I do, you know, I'm actually very, very mentally prepared for all these things, you know. I never think that things will turn out that good for me now. You know, I'm really happy. I think I'm blessed in a way by whoever is out there. So I guess it's not an easy road, but you know, if anyone is ready to face this kind of challenge, you know, all the best. I actually started my own shop called Rebirth 9 years ago, and it's a new experience, you know. Like, of course, you know, becoming a boss and an artist at the same time is very hard to manage these two roles at the same time, you know, because you as an artist, you want to, of course, you know, to start drawing, you know, to draw every day, but at the same time, being a boss of Rebirth, you have to worry about rental, you know, business and everything. I would say it's half, you know, maybe good experience, bad experience at the same time, because I enjoyed it, but at the same time, I think it's sort of the biggest mistake of my life to open this shop, because that period of time I sort of lost it, you know. I didn't really know who I was at the point of time, because I stopped drawing, you know. I like, you know, getting myself into a lot of different troubles and stuff like that. So I guess closing down Rebirth, I guess, is the best choice, you know. Okay, Bob is definitely a big part of my influences, you know, because the first time I met him, and I remember, you know, I was so nervous, you know, I almost blacked out when I saw him. He's not just a good artist. In terms of you know, his character as a person, he's so humble, you know, given, you know, with all his reputation and stuff, you know, he's a very humble artist, but with, you know, huge talents, you know. And he's willing to share everything, you know, to, like, you know, regarding about tattoo, you know, he's willing to share with you and stuff like that, his own personal experience, you know. So I would say Bob is definitely one of my biggest influence. Yeah, I remember him seeing one of my work on a friend of mine, wearing his glasses and stuff, you know, trying to pay attention to all the details I've done. And this is something that I don't think I will ever forget, you know, coming from a great artist like him, you know. And once, you know, he finished, like, you know, looking at all the stuff, he turned around and looked at me, he's like, dude, this is awesome, you know. I was like, the truth is I almost tear out, you know, but I tried to control it. I would say it's the biggest honor. Yeah. I've never seen myself as a guy that will ever get married. Okay, but you know, you never say never, because until you met the right one. Having my own family, my own family now, is definitely the biggest change in my life, because and especially coming from me as an artist point of view, right? I love to draw, and you know, drawing, you need a lot of time, and you have to juggle between drawing, working, as well as babysitting, you know, all this sort of thing. It's not easy, but you know, but it's rewarding at the same time. So, you know, and right now, I think, you know, it actually gives me a lot of motivation to work even harder, you know, to provide more stability, you know, or whatever you call it, to my family. Colors, needles, and stories, memories I like to keep forever close to my heart now, always following me. Pictures and people and troubles I meet, fables I'd like to believe, inking reminders I keep on my journey. The road's been long and the lions sing, but they're all the pieces of me. Les lions blancs. Dans les légendes africaines, ils sont des messagers sacrés. Mais au Timbavati, la région d'Afrique du Sud d'où ils sont originaires, plus un seul ne vit à l'état sauvage. Leur pelage rarissime attise les convoitises, notamment des collectionneurs de trophées.
comment éviter leur disparition. Plusieurs projets sont en cours. Des programmes d'élevage, mais aussi de réintroduction, comme celui que nous allons découvrir aujourd'hui. Une nuit sans lune dans le Timbavati. Un groupe de touristes sillonne la savane dans l'espoir d'observer des lions blancs. Mais leur véhicule tombe en panne. Une troupe de 24 lions surgit. La panique s'empare des touristes. Les lions le sentent. Linda Tucker fait partie du groupe. On était cernés par les lions en pleine nuit. On était acculés, comme des proies. C'était terrifiant. On n'avait aucun moyen de s'échapper. Soudain, une silhouette émerge de l'obscurité. Une femme d'une tribu locale marche sans crainte au milieu des lions. Elle nous a sauvés. Une femme remarquable. C'était une Sangoma, une guérisseuse de la tribu des Shangan. Elle s'appelait Maria Kossa, la reine des lions du Timbavati. C'est la femme la plus extraordinaire que j'ai rencontrée. Nous sommes en 1991, cette expérience va bouleverser la vie de Linda Tucker. Elle décide d'abandonner sa carrière de publicitaire à Londres. Du jour au lendemain, j'ai tout quitté. Je suis retournée là-bas et Maria m'a fait découvrir les mystères des lions blancs, les mythes et légendes des Shangan qui en font des animaux sacrés. Diplômée de Cambridge en symbolisme antique, Linda entame 10 ans d'études avec les anciens de la tribu Shangan et avec la guérisseuse Maria Kossa. Pour les Shangan, les lions blancs sont les esprits des chefs défunts. Ils sont donc intouchables. En dépit de leur rareté et de leur statut sacré, les lions blancs ne bénéficient d'aucune protection. Ils sont considérés comme une variante génétique des lions africains de couleur fauve. Au Timbavati, certains lions fauves sont porteurs d'un gène récessif qui inhibe la pigmentation de leur pelage. Pour que la femelle donne le jour à des lionceaux blancs, il faut que les deux parents soient porteurs du gène récessif. D'après les traditions orales indigènes, les lions blancs peuplent la région du Timbavati depuis des siècles. Au cours des 3 dernières décennies, ils ont tous été capturés et vivent désormais en captivité aux 4 coins du monde. Ils ne sont plus que 500 et vivent uniquement dans des zoos, des réserves et des fermes de chasse. La réserve de Timbavati couvre une surface de 535 km². Elle jouxte le parc national Kruger, dans le nord-est de l'Afrique du Sud. L'événement est rarissime, mais il arrive que des lionceaux blancs naissent dans la réserve de Timbavati. Ces 2 lionceaux repérés en mai 2006 étaient les premiers lions blancs vus depuis 12 ans. Comme bon nombre de lions blancs, on ne les a jamais revus. Ils ont sans doute été abattus ou capturés. Ozzy Kossa est le chef de la tribu des Shangan. Il est le neveu de Maria la guérisseuse. Le lion blanc doit revenir au Timbavati. Sa place est ici. C'est un élément essentiel de notre culture. C'est un animal sacré. Il fait partie de nos croyances ancestrales. Maria révèle à Linda qu'une lionne blanche doit bientôt naître. Linda doit trouver la petite lionne et la ramener dans sa patrie. Le jour de Noël, un lionceau voit le jour à Bethléem, en Afrique du Sud. Ici, on élève des lions destinés à la chasse. Ce lionceau a été retiré à sa mère dès sa naissance.
J'ai fait le serment de n'avoir nul repos tant que je ne l'aurais pas ramené au Timbavati. Linda dépose une demande d'adoption pour le lionceau. Elle lui rend régulièrement visite durant sa croissance. Le conseil des sages des Shangan baptise la jeune lionne Mara, qui signifie mère du dieu soleil. Linda patiente 3 ans avant de se voir confier la lionne. À cet âge, Mara donne naissance à ses premiers petits. 2 mâles, Ridjus et Letaba, et une femelle prénommée Zaira. En 2002, Linda crée le Global White Lion Protection Trust, la société pour la préservation mondiale du lion blanc. Elle fait clôturer une réserve au Timbavati pour accueillir ses 4 protégés. Jason Turner, un écologiste qui étudie les troupes de lions du Timbavati, se joint à l'aventure. Linda et Jason montent un programme pour insérer progressivement Mara et ses lionceaux dans un environnement naturel. L'objectif principal de Linda est de faire inscrire le lion blanc sur la liste des espèces menacées d'extinction. Mara et les lionceaux doivent réapprendre le comportement des lions sauvages. La première phase d'acclimatation aura lieu dans un enclos de 3 hectares. Pour la seconde phase, les lions disposeront d'un parc naturel de 300 hectares où ils devront chasser pour se nourrir. En 2005, Linda a conduit Mara et ses jeunes dans leur nouvel habitat au Timbavati. Je suis très émue. La bataille a été si longue. La procédure aurait dû être plus simple parce que les lions ont le droit de vivre ici. La petite famille se réveille dans l'enclos d'acclimatation. Comparé à l'élevage où ils ont vu le jour, le paysage africain doit leur sembler étrange et hostile. Le combat de Linda en faveur des lions blancs lui assure une grande couverture médiatique. Mais elle essuie aussi des critiques de la part de la communauté scientifique. Certains spécialistes disent que les lions blancs ne méritent pas d'être protégés. C'est incroyable. Quel animal ne mérite pas d'être protégé? Les lions blancs le méritent en tant qu'animaux, et aussi parce que ce sont des créatures sacrées pour les Shangan. Et je soutiens de tout mon cœur la cause des Shangan. Mara et ses petits s'acclimatent progressivement à leur nouveau mode de vie. Les arbres sont une source inépuisable d'étonnement. Durant leur séjour dans l'enclos d'acclimatation, les lions sont nourris avec des carcasses de proies sauvages du Timbavati. Jason et son équipe restent cachés derrière un écran. Ils veulent éviter que les lions s'habituent à l'homme. La distribution des carcasses a lieu à des heures irrégulières, conformément aux habitudes alimentaires des lions sauvages. Bien que la troupe soit nourrie, les lions semblent retrouver leur instinct dans ce nouvel habitat. Les lions sont des carnivores très sociables. Mais durant les repas, les querelles sont fréquentes. Mara apprend à ses jeunes à défendre leur carcasse. Alors que les 4 lions s'adaptent à leur nouvel environnement, l'équipe de Linda prépare l'habitat plus vaste pour la deuxième phase du programme.
Une zone de 300 hectares est entourée d'une clôture. Ici, les lions devront apprendre à tuer des proies. La réserve abrite des girafes, des phacochères et des antilopes de petite taille. Pour des chasseurs inexpérimentés, les girafes sont trop dangereuses. Un seul coup de sabot peut tuer un félin. Linda et Jason font déplacer les girafes dans une réserve adjacente. Linda et Jason suivront les lions pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé. Mara et un de ses fils vont être équipés d'un collier émetteur. Les félins doivent d'abord être endormis à l'aide d'une fléchette. Jason fait jeter une carcasse pour distraire les lions. 1, 2. Les lions sont endormis, l'équipe se met au travail. I just want to show you his paw, like this. That's the size of the paw. It gives you an idea of how big he's going to be. Jason prélève des échantillons de sang et prend les mesures des félins. Il espère découvrir un marqueur génétique qui différencierait les lions blancs des lions fauves. Il pourrait alors plaider la cause des lions blancs et les faire protéger comme une sous-espèce en danger. Prochaine étape, introduction d'un troupeau de 23 gnous, les proies préférées des lions. Je suis super excitée. C'est la dernière étape avant d'introduire les félins. Linda et Jason ont pris toutes les précautions pour préparer les lions à leur vie dans la nature. Mais ils ne pourront pas protéger les lions en dehors de la réserve. Dans certaines parties du Timbavati, la chasse aux lions est légale. Cette activité génère des millions de dollars. En Afrique du Sud, on élève des lions pour qu'ils servent de trophées à de riches clients. Les éleveurs, comme Pete Warren, considèrent leurs lions comme de simples animaux d'élevage. Quelle différence y a-t-il entre un lion et une poule? Le lion est un animal d'élevage idéal. Pourquoi? Parce qu'il aime dormir et manger. Ce lion, je vais l'élever durant 5 ans avant qu'il soit abattu comme un trophée. Ensuite, sa tête restera très longtemps accrochée à un mur. Ces lions d'élevage sont souvent enfermés dans un petit enclos avant d'être abattus à bout portant. Cette pratique s'appelle la chasse en boîte. Pour abattre un lion blanc, certains clients déboursent jusqu'à 130 000 $. Les éleveurs procèdent fréquemment à des croisements entre lions apparentés pour perpétuer une caractéristique très prisée, le pelage très blanc. De ce fait, la consanguinité parmi les lions blancs nés en captivité est très élevée. Le problème des lions blancs est double. Premièrement, ils ont été retirés de leur milieu naturel durant 4 décennies avant d'être croisés entre eux dans les fermes d'élevage. Deuxièmement, les scientifiques doutent de l'utilité de les réintroduire dans la nature à cause de cette consanguinité. Jason et Linda ont fait analyser l'ADN de Mara avant le début du projet pour s'assurer de ne pas introduire des gènes suspects dans le système écologique du Timbavati. Mara est issue d'une puissante lignée génétique, ses parents ayant vécu à l'état sauvage. Le père de ces lionceaux est un lointain parent de Mara, ce qui est conforme aux liens de parenté au sein des troupes de lions vivant à l'état sauvage. Le grand jour est arrivé.
C'est un très grand moment pour moi. Je l'attends depuis si longtemps. Zaira, la jeune lionne intrépide, est la première à montrer le bout du museau. Elle est suivie de ses 2 frères inquisiteurs. Zaira reste sur ses gardes. Après un regard vers son frère Letaba, elle s'aventure enfin dans la réserve. Mara rejoint ses 3 jeunes. Linda et la tribu des Shangan célèbrent le retour du lion blanc. Les Shangan ont retrouvé le lion esprit qu'ils rêvèrent. Les lions seront-ils capables de tuer une proie? Mara s'intéresse au troupeau de gnous. Elle laisse ses petits pour ne pas être dérangée. Plus tard, elle émettra sans doute des grognements pour demander à ses jeunes de l'aider, mais là, je pense qu'elle préfère y aller seule. Pendant ce temps, Zaira et Ridges en profitent pour explorer leur nouvel habitat. Les gnous sont tout proches. L'instinct se réveille très vite. Mais les jeunes lions essuieront de nombreux échecs avant de tuer leur première proie. Trois fois par jour, Jason suit et enregistre les déplacements des lions blancs. On prétend volontiers que les lions blancs sont désavantagés par leur robe claire, trop visible. Une semaine a déjà passé. Les petits de Mara n'ont rien eu à se mettre sous la dent. S'ils tardent encore, Jason sera obligé de faire une entorse au programme et de leur fournir une carcasse. Dans la nature, quand les proies sont abondantes, les lions mangent tous les 3 à 4 jours. Ils profitent souvent de l'obscurité pour attaquer. Letaba sent l'odeur des gnous. Son instinct de prédateur prend le dessus. Mara, elle, choisit une proie plus facile. Elle a repéré le terrier d'un phacochère. Les jeunes aident leur mère à creuser, mais ils sont maladroits et indolents. Les 4 lions se relaient. Letaba adopte une méthode complexe. Linda la baptise la technique du tire-bouchon. Après avoir creusé durant 3 heures, les lions extraient leur proie.
Les lions chassent souvent de petites proies comme le phacochère quand ils investissent un nouvel habitat. Mais la tâche n'est pas sans risque. Ces animaux peuvent infliger des blessures mortelles avec leur défense. Les lions ne seront pas rassasiés avec le phacochère, mais ils ont tué leur première proie ensemble. L'avenir de Mara et de ses jeunes au Timbavati est très prometteur. Leur adaptation est favorisée par la cohésion dont la petite troupe fait preuve. Les jeunes grandissent vite. Leur appétit est insatiable. Mara les quitte régulièrement pour trouver une proie. Zaira en profite pour aiguiser ses talents de chasseuse en simulant des attaques contre un de ses frères. Les jeux de combat permettent aux jeunes d'améliorer leur technique d'approche et de plaquage. Ridgius joue volontiers la victime pour sa sœur. Mais il se rebiffe aussi. Pour ces jeunes, cette vie dominée par les jeux n'a rien d'hostile. Mais ils devront bientôt relever des défis. Un an plus tard, les jeunes ont bien grandi et sont devenus plus téméraires. En un an, ils ont abattu 95 proies, petites et grandes. La plupart ont été capturées par Mara. Les lions blancs ont prouvé qu'en dépit de leur robe claire, ils n'avaient aucun mal à se nourrir dans la nature. Une nuit, les lions partent à la chasse aux phacochères. C'est la saison des pluies. Le sable est moins compact et plus humide. Mara et les jeunes se relaient pour creuser et ramper au plus profond du terrier. Mara s'aventure loin. Soudain, le terrier s'effondre. Mara est enterrée vivante. Linda et son équipe partagent la tristesse de la tribu des Shangan. Pour le chef Kossa, la perte de Mara est comparable à la mort d'une reine. Zaira, Letaba et Ridgius doivent désormais se débrouiller sans leur mère. Ils seront restés 3 ans avec elle. Les petites proies, comme ce porc-épic, peuvent infliger de graves blessures. Affamé, Letaba poursuit tout de même la bouille d'épines. Le lendemain, Letaba porte l'épreuve d'une lutte acharnée avec le porc-épic. Zaira vient renifler les blessures de son frère.
l'âge de 3 ans, les lions atteignent la maturité sexuelle. Les jeunes mâles quittent la troupe où ils ont vu le jour et les jeunes femelles sont prêtes à s'accoupler. Le projet a pris une mauvaise tournure avec la mort de Mara. Ce n'était pas du tout prévu. Normalement, Zahira serait restée avec sa mère. Là, elle se retrouve toute seule. Il faut revoir complètement le projet. Linda et Jason décident de séparer Zahira de ses frères pour les empêcher de s'accoupler. Installée dans un enclos à 2 km de la réserve, elle les entend rugir pour signaler leur position. Il est temps de trouver des compagnes pour Letaba et Ritius. Leurs lionceaux et ceux de Zahira assureront l'avenir du projet. Letaba et Ritius passent beaucoup de temps ensemble. Ils forment une alliance typique pour des mâles de leur âge. Depuis la mort de leur mère, il y a un mois, ils ont vécu de proies de petite taille. À présent, ils semblent prêts à monter d'un cran. L'herbe pâlie par l'hiver constitue un bon camouflage pour la robe claire des lions. Un troupeau de gnous passe sans les voir. La chasse est lancée. Les deux mâles savent se débrouiller. C'est un grand pas en avant. On dit souvent que les lions blancs sont incapables de chasser faute de pouvoir se camoufler. Or, ils viennent de tuer un gnou en plein jour. L'objectif de la seconde phase était que les lions puissent se nourrir par eux-mêmes. Letaba et Ritius ont prouvé qu'ils en étaient capables. Un mâle imposant vient d'arriver dans un enclos de la réserve. Il va s'accoupler avec la jeune Zahira. Les lionceaux issus de cette union seront les premiers lions blancs élevés sans intervention humaine. Dès que Zahira sera réceptive, le mâle sera introduit dans son enclos. Le couple doit d'abord faire plus ample connaissance à travers le grillage. Un mois plus tard, Zahira est en chaleur. Les mâles pouvant être agressifs envers des lionnes qu'ils ne connaissent pas, le vétérinaire se tient prêt à intervenir en cas d'urgence. Linda est inquiète. Impatient de rejoindre Zahira, le mâle fait les 100 pas le long de la clôture. Jason ouvre la grille. Sont très tendus. Zahira repousse les ardeurs du mâle. Le mâle s'essouffle vite. Il a passé 10 ans dans un enclos réduit et n'est pas habitué à courir. En pleine forme, Zahira n'a aucun mal à tenir le mâle à distance. Le lion prend son mal en patience en rugissant pour signaler qu'il est désormais le seul maître de ce territoire. Dans la nature, les lions sont chargés de défendre le territoire de la troupe. Letaba et Ritius prennent cette tâche très au sérieux. Ils patrouillent régulièrement le long de la clôture pour impressionner un mâle installé dans une réserve voisine. En l'absence de clôture, ils attaqueraient le mâle fauve pour lui ravir son territoire et ses femelles. Pour l'instant,
c'est le statu quo. Linda et Jason sont en route pour récupérer 2 femelles fauves offertes par une réserve située dans la région. Ces lionnes sont destinées à s'accoupler avec l'Etaba et Regius. Le vétérinaire endort les femelles et les prépare pour le retour. Zaira et le mâle ont fini par faire la paix. Pour savoir si la lionne est réceptive, le mâle retrousse la lèvre supérieure pour découvrir un organe situé sur son palais et qui capte les phéromones sexuels. Zaira et le mâle ronronnent de concert, réaffirmant ainsi leur lien. Ils s'accouplent plusieurs fois durant la nuit. Le mâle mordille la nuque de Zaira. On pense que ce comportement favorise l'ovulation. Non loin de là, l'Etaba et Regius s'occupent de leur repas. Ils ont toujours un faible pour les phacochères. L'Etaba creuse à la mode du tire-bouchon, et sans aide. Deux frères lions vivaient en paix. Survinrent 2 jeunes lionnes. Les 2 femelles sont installées dans un enclos qui jouxte la réserve des frères. On introduit les cages à l'intérieur de l'enclos pour éviter que les lionnes puissent faire demi-tour. L'heure est venue de lâcher les femelles fauves. Ces femelles introduiront des gènes sauvages dans le projet et aideront l'Etaba et Regius à intégrer une troupe sauvage. Les super nanas viennent d'arriver. Elles sont remarquables. Il nous a fallu 1 mois pour les capturer. En les voyant, les garçons ont ouvert de grands yeux. Le projet progresse de façon stupéfiante. 3 mois ont passé depuis que Zaira s'est accouplée. Tu les as vus? Ils sont cachés dans les hautes herbes là-bas. Ils sont bien dissimulés dans ces hautes herbes. C'est une excellente cache. Zaira a donné le jour aux premiers lionceaux du projet. Ils sont nés sur le sol de leurs ancêtres. Une petite lionne et 2 lionceaux. Linda et Jason peuvent désormais concentrer le projet sur ces lionceaux, nés en liberté. Ils espèrent pouvoir les lâcher un jour dans le grand écosystème du Timbavati. Pour cela, il faut que la chasse au lion blanc soit interdite. Nous travaillons de façon intense avec les autorités sud-africaines pour qu'elles protègent les lions blancs et transforment toute cette région en réserve protégée. En attendant, Linda continue de chercher des soutiens pour son projet. Ian Player est un écologiste très renommé qui se bat pour la protection de la faune africaine et les droits des tribus indigènes. Les lions blancs vivaient ici. Ils ont été déplacés pour diverses raisons. À présent, grâce au Global White Lions Trust, ils sont réintroduits dans la région. Toutes les polémiques autour du lion blanc ne sont qu'élucubrations humaines. La seule chose qui compte, c'est que les lions blancs sont de retour et qu'ils seront essentiels pour rétablir l'équilibre naturel de la faune dans cette région.
En dépit des controverses que suscite son projet, Linda est sûre qu'à terme, il sera couronné de succès. Ce sont les premiers lionceaux nés sans l'intervention de l'homme dans la région du Timbavati. C'est l'héritage de Mara. Le projet dépend de la survie de ces lionceaux. Ils vont réintroduire le gène du lion blanc dans cette région, d'où on les a délogés de force il y a de nombreuses années. Leur retour suscite la fierté, l'amour et la joie des Shangaan. Et je célèbre tout ça avec eux. Les Tabas, Ridjus et Zaira se sont adaptés à leur habitat naturel. Zaira a donné le jour à 3 lionceaux d'une nouvelle lignée génétique et qui n'ont pas été habitués à l'homme. Il faut espérer qu'à l'avenir, ils pourront sillonner en sécurité la réserve de Timbavati et enrichir le patrimoine héréditaire des lions blancs. Les Tabas et Ridjus sont une nouvelle troupe et un nouveau territoire à défendre. Pour l'instant, ces lions blancs vivent et se reproduisent dans un environnement naturel sécurisé. Le jour où la vaste savane du Timbavati sera sûre, elle aussi, elle pourra à son tour fêter le grand retour du lion blanc. La réserve abrite des girafes, des phacochères et des antilopes de petite taille. Pour des chasseurs inexpérimentés, les girafes sont trop dangereuses. Un seul coup de sabot peut tuer un félin. Linda et Jason font déplacer les girafes dans une réserve adjacente. Linda et Jason suivront les lions pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé. Mara et un de ses fils vont être équipés d'un collier émetteur. Les félins doivent d'abord être endormis à l'aide d'une fléchette. Jason fait jeter une carcasse pour distraire les lions. 1, 2, 3. Les lions sont endormis, l'équipe se met au travail. I just want to show you his paw. Like this. That's the size of the paw. It gives you an idea of how big it's going to be. Jason prélève des échantillons de sang et prend les mesures des félins. Il espère découvrir un marqueur génétique qui différencierait les lions blancs des lions fauves. Il pourrait alors plaider la cause des lions blancs et les faire protéger comme une sous-espèce en danger. Prochaine étape, introduction d'un troupeau de 23 gnous, les proies préférées des lions. Je suis super excitée. C'est la dernière étape avant d'introduire les félins. Linda et Jason ont pris toutes les précautions pour préparer les lions à leur vie dans la nature. Mais ils ne pourront pas protéger les lions en dehors de la réserve. Dans certaines parties du Timbavati, la chasse aux lions est légale. Cette activité génère des millions de dollars. En Afrique du Sud, on élève des lions pour qu'ils servent de trophées à de riches clients. Les éleveurs, comme Pete Warren, considèrent leurs lions comme de simples animaux d'élevage. Quelle différence y a-t-il entre un lion et une poule? Le lion est un animal d'élevage idéal. Pourquoi? Parce qu'il aime dormir et manger. Ce lion, je vais l'élever durant 5 ans avant qu'il soit abattu comme un trophée. Ensuite, sa tête restera très longtemps accrochée à un mur. Ces lions d'élevage sont souvent enfermés dans un petit enclos avant d'être abattus à bout portant.
Cette pratique s'appelle la chasse en boîte. Pour abattre un lion blanc, certains clients déboursent jusqu'à 130 000 $. Les éleveurs procèdent fréquemment à des croisements entre lions apparentés pour perpétuer une caractéristique très prisée, le pelage très blanc. De ce fait, la consanguinité parmi les lions blancs nés en captivité est très élevée. Le problème des lions blancs est double. Premièrement, ils ont été retirés de leur milieu naturel durant 4 décennies avant d'être croisés entre eux dans les fermes d'élevage. Deuxièmement, les scientifiques doutent de l'utilité de les réintroduire dans la nature à cause de cette consanguinité. Jason et Linda ont fait analyser l'ADN de Mara avant le début du projet pour s'assurer de ne pas introduire des gènes suspects dans le système écologique du Timbavati. Mara est issue d'une puissante lignée génétique, ses parents ayant vécu à l'état sauvage. Le père de ces lionceaux est un lointain parent de Mara, ce qui est conforme au lien de parenté au sein des troupes de lions vivant à l'état sauvage. Le grand jour est arrivé. C'est un très grand moment pour moi. Je l'attends depuis si longtemps. Zaira, la jeune lionne intrépide, est la première à montrer le bout du museau. Elle est suivie de ses 2 frères inquisiteurs. Dans les légendes africaines, ils sont des messagers sacrés. Mais au Timbavati, la région d'Afrique du Sud d'où ils sont originaires, plus un seul ne vit à l'état sauvage. Leur pelage rarissime attise les convoitises, notamment des collectionneurs de trophées. Comment éviter leur disparition ? Plusieurs projets sont en cours. Des programmes d'élevage, mais aussi de réintroduction, comme celui que nous allons découvrir aujourd'hui. Une nuit sans lune dans le Timbavati. Un groupe de touristes sillonne la savane dans l'espoir d'observer des lions blancs. Mais leur véhicule tombe en panne. Une troupe de 24 lions surgit. La panique s'empare des touristes. Les lions le sentent. Linda Tucker fait partie du groupe. On était cernés par les lions en pleine nuit. On était acculés, comme des proies. C'était terrifiant. On n'avait aucun moyen de s'échapper. Soudain, une silhouette émerge de l'obscurité. Une femme d'une tribu locale marche sans crainte au milieu des lions. Elle nous a sauvés. Une femme remarquable. C'était une Sangoma, une guérisseuse de la tribu des Shangaan. Elle s'appelait Maria Kossa, la reine des lions du Timbavati. C'est la femme la plus extraordinaire que j'ai rencontrée. Nous sommes en 1991, cette expérience va bouleverser la vie de Linda Tucker. Elle décide d'abandonner sa carrière de publicitaire à Londres. Du jour au lendemain, j'ai tout quitté. Je suis retournée là-bas et Maria m'a fait découvrir les mystères des lions blancs, les mythes et légendes des Shangaan qui en font des animaux sacrés. Diplômée de Cambridge en symbolisme antique, Linda entame 10 ans d'études avec les anciens de la tribu Shangaan et avec la guérisseuse Maria Kossa. Pour les Shangaan, les lions blancs sont les esprits des chefs défunts. Ils sont donc intouchables. En dépit de leur rareté et de leur statut sacré, les lions blancs ne bénéficient d'aucune protection. Ils sont considérés comme une variante génétique des lions africains de couleur fauve. Au Timbavati, certains lions fauves sont porteurs d'un gène récessif qui inhibe la pigmentation de leur pelage. Pour que la femelle donne le jour à des lionceaux blancs, il faut que les 2 parents soient porteurs du gène récessif. D'après les traditions orales indigènes, les lions blancs peuplent la région du Timbavati depuis des siècles.
cours des 3 dernières décennies, ils ont tous été capturés et vivent désormais en captivité aux 4 coins du monde. Ils ne sont plus que 500 et vivent uniquement dans des zoos, des réserves et des fermes de chasse. La réserve de Timbavati couvre une surface de 535 km². Elle jouxte le parc national Kruger, dans le nord-est de l'Afrique du Sud. L'événement est rarissime, mais il arrive que des lionceaux blancs naissent dans la réserve de Timbavati. Ces 2 lionceaux repérés en mai 2006 étaient les premiers lions blancs vus depuis 12 ans. Comme bon nombre de lions blancs, on ne les a jamais revus. Ils ont sans doute été abattus ou capturés. Ozikosa est le chef de la tribu des Shangan. Il est le neveu de Maria la guérisseuse. Le lion blanc doit revenir au Timbavati. Sa place est ici. C'est un élément essentiel de notre culture. C'est un animal sacré. Il fait partie de nos croyances ancestrales. Maria révèle à Linda qu'une lionne blanche doit bientôt naître. Linda doit trouver la petite lionne et la ramener dans sa patrie. Le jour de Noël, un lionceau voit le jour à Bethléem, en Afrique du Sud. Ici, on élève des lions destinés à la chasse. Ce lionceau a été retiré à sa mère dès sa naissance. Le lion et le rat. Par une chaude après-midi, un lion s'était assoupi dans une grotte obscure et bien fraîche. Il s'endormait tout juste, quand un rat lui fila le long du museau. Avec un grondement, le lion leva sa lourde patte et l'abattit sur l'impertinent. « Je vais t'écraser, misérable !» rugit-il. « Je vous en supplie, épargnez-moi !» gémit le rat. « Si vous me laissez aller, je promets de vous aider un jour !» Comment un faible petit rat pourrait-il me venir en aide, à moi, le roi des animaux? Tu te moques de moi? Le lion éclata de rire. Il rit tant et tant qu'il en leva les pattes, et que sans faire ni une ni deux, le rat se sauva. Quelques jours plus tard, le lion chassait dans la savane. Il rêvait avec délice à son prochain repas, quand soudain, il trébucha sur une corde. Aussitôt, un énorme filet tomba sur lui. Le lion se tourna, se contorsionna, se tourna encore. Mais en vain. Plus il remuait, plus le filet resserrait son étreinte. Le lion rugit de rage et de désespoir. Il rugit si fort que tous les animaux de la savane l'entendirent. Et parmi eux, le rat. Sans perdre une seconde, il accourut auprès du prisonnier. « Oh, puissant lion !» couina-t-il. « Si vous vous tenez tranquille, je vous aiderai à vous échapper !» Le lion, un peu vexé, ne bougea plus. Il n'avait pas l'air fier, allongé sur le dos, tandis que le petit rat grignotait patiemment les mailles du filet. Peu de temps après, le lion était libre. Tout penaud, il ronronna. Tu m'as sauvé la vie. Jamais plus je ne rirai de toi ou de tes semblables, car on a souvent besoin d'un plus petit que soi.
So you can see the giraffe is still breathing. The army's still looking at. No. I used to emphasize a lot on details to make it as real as possible, but right now I'm trying to make whatever things I do, the subject itself is, as long as it's clear enough that you understand what you're trying to, to draw. It need not have to be super detailed, as long as the flow is there. I think tattoo is about flow, The road's been long in the Lion Sea, but they're all the pieces of me. It's just sort of like a medium that I'm very, very curious about. It began as like sort of like I'm curious about it. That's why I sort of buy all the starter kit and try it on my friends. The first one I actually tried on a pig skin. I always like to try a lot of mediums, to understand, the basic structure of how you're gonna do it. And tattooing is one of them that I think is the hardest to master. I mean, the reason why I like to actually not doing a sketch, but instead a full a full artwork, it's not exactly in the way that I want to prove something or what. It's actually an excuse for me to draw. Sometimes when you run out of ideas as an artist, then you need some excuse to draw at the same time. So you have customer coming in giving you some ideas. Then it's like, oh yeah, finally I got something new to draw. And I find it quite interesting to actually draw stuff on the computer. It's sort of like it's very fast in a way. But the best thing about doing this kind of digital art, you can play around with layout, especially when it comes to designing a custom design for a piece of back piece, for example. You can play around with different layout. Maybe the main subject, you can place it there. You can place if you talk about like drawing on a piece of paper, if it's there, it's there. Okay, the beginning was really tough. I mean, I would definitely suggest anyone who wanted to be in this scene, to be really, really mentally prepared. As like you have to sacrifice a lot of things. I think I struggled for almost 10 years to become who I am now. Especially when you talk about Asia industry, it's like they never think it's gonna work. They always say things to put you down, or things to wake you up in a way that like please get yourself an actual job. Stop wasting your time. You're not going to be earning much from just doing tattooing. And I was actually at the point of time I was already expecting it to be a very, very tough road. And I'm really prepared to sort of like to earn like peanuts, throughout my entire life, as long as I'm happy, producing things that I do. I'm actually very, very mentally prepared for all these things, I never think that things will turn out that good for me now. I'm really happy. I think I'm blessed in a way by whoever is out there. So I guess it's not an easy road, but if anyone is ready to face this kind of challenge, all the best. I actually started my own shop called Rebirth 8-9 years ago, and it's a new experience. Like of course, becoming a boss and an artist at the same time is really very hard to manage these two roles at the same time. Because you as an artist, you want to, of course, to start drawing, to draw every day, but at the same time, being a boss of Rebirth, you have to worry about rental, business and everything. I would say it's half, maybe good experience, bad experience at the same time. Because I enjoyed it, but at the same time, I think it's sort of the biggest mistake of my life to open this shop, because that period of time I sort of lost it. I didn't really know who I was at the point of time, because I stopped drawing. Getting myself into a lot of different troubles and stuff like that. So I guess closing down Rebirth, I guess, is the best choice. Okay, Bob is definitely a big part of my influences. Because the first time I met him, and I remember, I was so nervous, I almost blacked out when I saw him. He's not just a good artist in terms of his character as a person. He's so humble, given with all his reputation and stuff. He's a very humble artist, but with huge talents. And he's willing to share everything. Regarding about tattoo. He's willing to share with you and stuff like that. His own personal experience.
So I would say Bob is definitely one of my biggest influence. Yeah, I remember him seeing one of my work on a friend of mine, wearing his glasses and stuff, trying to pay attention to all the details I've done. And this is something that I don't think I will ever forget, coming from a great artist like him, And once, he finished, looking at all the stuff, he turned around and looked at me, he's like, dude, this is awesome, I was like, the truth is I almost tear up, but I tried to control it. I would say it's the biggest honor. Yeah. I've never seen myself as a guy that will ever get married. Okay? But you never say never, because until you met the right one. Having my own family, my own family now, is definitely the biggest change in my life, because and especially coming from me as an artist point of view, right? I love to draw, and drawing you need a lot of time, and you have to juggle between drawing, working, as well as babysitting, all this sort of thing. It's not easy, but but it's rewarding at the same time. So and right now, I think it actually gives me a lot of motivation to work even harder, to provide more stability, or whatever you call it, to my family. Colors, needles, and stories, memories I'd like to keep forever close to my heart now, always following me. Pictures and people and troubles I meet, fables I'd like to believe, inking reminders I keep on my journey. The road's been long and Lion City, but they're all the pieces of me. Les Lions Blancs. J'ai fait le serment de n'avoir nul repos tant que je ne l'aurais pas ramené au Timbavati. Linda dépose une demande d'adoption pour le lionceau. Elle lui rend régulièrement visite durant sa croissance. Le conseil des sages des Shangan baptise la jeune lionne Mara, qui signifie mère du dieu soleil. Linda patiente 3 ans avant de se voir confier la lionne. À cet âge, Mara donne naissance à ses premiers petits. 2 mâles, Ridgius et Letaba, et une femelle prénommée Zaira. En 2002, Linda crée le Global White Lion Protection Trust, la société pour la préservation mondiale du lion blanc. Elle fait clôturer une réserve au Timbavati pour accueillir ses 4 protégés. Jason Turner, un écologiste qui étudie les troupes de lions du Timbavati, se joint à l'aventure. Linda et Jason montent un programme pour insérer progressivement Mara et ses lionceaux dans un environnement naturel. L'objectif principal de Linda est de faire inscrire le lion blanc sur la liste des espèces menacées d'extinction. Mara et les lionceaux doivent réapprendre le comportement des lions sauvages. La première phase d'acclimatation aura lieu dans un enclos de 3 hectares. Pour la seconde phase, les lions disposeront d'un parc naturel de 300 hectares où ils devront chasser pour se nourrir. En 2005, Linda a conduit Mara et ses jeunes dans leur nouvel habitat au Timbavati. Je suis très émue. La bataille a été si longue. La procédure aurait dû être plus simple parce que les lions ont le droit de vivre ici. La petite famille se réveille dans l'enclos d'acclimatation. Comparé à l'élevage où ils ont vu le jour, le paysage africain doit leur sembler étrange et hostile. Le combat de Linda en faveur des lions blancs lui assure une grande couverture médiatique. Mais elle essuie aussi des critiques de la part de la communauté scientifique.
Certains spécialistes disent que les lions blancs ne méritent pas d'être protégés. C'est incroyable. Quel animal ne mérite pas d'être protégé? Les lions blancs le méritent en tant qu'animaux, et aussi parce que ce sont des créatures sacrées pour les Shangan. Et je soutiens de tout mon cœur la cause des Shangan. Mara et ses petits s'acclimatent progressivement à leur nouveau mode de vie. Les arbres sont une source inépuisable d'étonnement. Durant leur séjour dans l'enclos d'acclimatation, les lions sont nourris avec des carcasses de proies sauvages du Timbavati. Jason et son équipe restent cachés derrière un écran. Ils veulent éviter que les lions s'habituent à l'homme. La distribution des carcasses a lieu à des heures irrégulières, conformément aux habitudes alimentaires des lions sauvages. Bien que la troupe soit nourrie, les lions semblent retrouver leur instinct dans ce nouvel habitat. Les lions sont des carnivores très sociables. Mais durant les repas, les querelles sont fréquentes. Mara apprend à ses jeunes à défendre leur carcasse. Alors que les 4 lions s'adaptent à leur nouvel environnement, l'équipe de Linda prépare l'habitat plus vaste pour la deuxième phase du programme. Une zone de 300 hectares est entourée d'une clôture. Ici, les lions devront apprendre à tuer des proies. That's good for me now. You know, I'm really happy. I think I'm blessed in a way by whoever is out there. So I guess it's not an easy road, but you know, if anyone is ready to face this kind of challenge, you know, all the best. I actually started my own shop called Rebirth 9 years ago, and it's a new experience, you know. Like, of course, you know, becoming a boss and an artist at the same time is very hard to manage these two roles at the same time, you know, because you as an artist, you want to, of course, you know, to start drawing, you know, to draw every day, but at the same time, being a boss of Rebirth, you have to worry about rental, you know, business and everything. I would say it's half-half, you know, maybe good experience, bad experience at the same time. Because I enjoyed it, but at the same time, I think it's sort of the biggest mistake of my life to open this shop, because that period of time I sort of lost it, you know. I didn't really know who I was at the point of time, because I stopped drawing, you know. I like, you know, getting myself into a lot of different troubles and stuff like that. So I guess closing down Rebirth, I guess, the best choice, you know. Okay, Bob is definitely a big part of my influences, you know, because the first time I met him, and I remember, you know, I was so nervous, you know, I almost blacked out when I saw him. He's not just a good artist in terms of you know, his character as a person. He's so humble, you know, given, you know, with all his reputation and stuff, you know, he's a very humble artist, but with, you know, huge talents, you know, and he's willing to share everything, you know, to, like, you know, regarding about tattoo, you know, he's willing to share with you and stuff like that, his own personal experience, you know. So I would say Bob is definitely one of my biggest influence. Yeah, I remember him seeing one of my work on a friend of mine, wearing his glasses and stuff, you know, trying to pay attention to all the details I've done, and this is something that I don't think I will ever forget, you know, coming from a great artist like him, you know. And once, you know, he finished, like, you know, looking at all the stuff, he turned around and looked at me, he's like, dude, this is awesome, you know. I was like, the truth is I almost tear out, you know, but I tried to.
et le rat. Par une chaude après-midi, un lion s'était assoupi dans une grotte obscure et bien fraîche. Il s'endormait tout juste, quand un rat lui fila le long du museau. Avec un grondement, le lion leva sa lourde patte et l'abattit sur l'impertinent. « Je vais t'écraser, misérable !» rugit-il. « Je vous en supplie, épargnez-moi !» gémit le rat. « Si vous me laissez aller, je promets de vous aider un jour. » Comment un faible petit rat pourrait-il me venir en aide, à moi, le roi des animaux? Tu te moques de moi? Le lion éclata de rire. Il rit tant et tant qu'il en leva les pattes, et que sans faire ni une ni deux, le rat se sauva. Quelques jours plus tard, le lion chassait dans la savane. Il rêvait avec délice à son prochain repas, quand soudain, il trébucha sur une corde. Aussitôt, un énorme filet tomba sur lui. Le lion se tourna, se contorsionna, se tourna encore. Mais en vain. Plus il remuait, plus le filet resserrait son étreinte. Le lion rugit de rage et de désespoir. Il rugit si fort que tous les animaux de la savane l'entendirent. Et parmi eux, le rat. Sans perdre une seconde, il accourut auprès du prisonnier. « Oh, puissant lion !» couina-t-il. « Si vous vous tenez tranquille, je vous aiderai à vous échapper. » It's just sort of like a medium that I'm very, very curious about. It began as like sort of like I'm curious about it. That's why I sort of buy all the starter kit and try it on my friends. The first one I actually tried on a pigskin. I always like to try a lot of mediums, to understand, the basic structure of how you're gonna do it. And tattooing is one of them that I think is the hardest to master. I mean, the reason why I like to actually not doing a sketch, but instead a full a full artwork, it's not exactly in the way that I want to prove something or what. It's actually an excuse for me to draw. Sometimes when you run out of ideas as an artist, and you need some excuse to draw at the same time. So you have customer coming in giving you some ideas. Then it's like, oh yeah, finally I got something new to draw. And I find it quite interesting to actually draw stuff on the computer. It's sort of like, it's very fast in a way. But the best thing about doing this kind of digital art, you can play around with layout, especially when it comes to designing, a custom design for a piece of back piece, for example. You can play around with different layout. Maybe the main subject, you can place it there. You can place. If you talk about drawing on a piece of paper, if it's there, it's there. Okay, the beginning was really tough. I mean, I would definitely suggest anyone who wanted to be in this scene, to be really, really mentally prepared. As you have to sacrifice a lot of things. I think I struggled for almost 10 years to become, who I am now. Especially when you talk about Asia industry, it's like they never think it's gonna work. They always say things to put you down, or things to wake you up in a way that like, please, get yourself an actual job. Stop wasting your time. You're not going to be earning much from just doing tattooing. And I was actually at the point of time I was already expecting it to be a very, very tough road. And I'm really prepared to sort of like to earn like peanuts, throughout my entire life, as long as I'm happy, producing things that I do. I'm actually very, very mentally prepared for all these things, I never think that things will turn out that, to control it. I would say it's the biggest honor. Yeah. I've never seen myself as a guy that will ever get married. Okay. But you never say never, because until you met the right one. Having my own family, my own family now, is definitely the biggest change in my life, because and especially coming from me as an artist point of view, right? I love to draw, and drawing, you need a lot of time, and you have to juggle between drawing, working, as well as babysitting, all this sort of thing. It's not easy, but but it's rewarding at the same time. So and right now, I think it actually gives me a lot of motivation to work even harder, to provide more stability, or whatever you call it, to my family. Colors, needles, and stories, memories I like to keep forever close to my heart now, always following me. Pictures and people and troubles I meet, fables I'd like to believe,
inking reminders I keep on my journey. The road's been long in the Lion City, but they're all the pieces of me. Les lions blancs. Dans les légendes africaines, ils sont des messagers sacrés. Mais au Timbavati, la région d'Afrique du Sud d'où ils sont originaires, plus un seul ne vit à l'état sauvage. Leur pelage rarissime attise les convoitises, notamment des collectionneurs de trophées. Comment éviter leur disparition? Plusieurs projets sont en cours. Des programmes d'élevage, mais aussi de réintroduction, comme celui que nous allons découvrir aujourd'hui. Le lion, un peu vexé, ne bougea plus. Il n'avait pas l'air fier, allongé sur le dos, tandis que le petit rat grignotait patiemment les mailles du filet. Peu de temps après, le lion était libre. Tout penaud, il ronronna. Tu m'as sauvé la vie. Jamais plus je ne rirai de toi ou de tes semblables, car on a souvent besoin d'un plus petit que soi. So you can see the giraffe is still breathing. The body's still looking up. No. I used to emphasize a lot on details to make it as real as possible, but right now I'm trying to make whatever things I do, the subject itself is, as long as it's clear enough that you understand what you're trying to, to draw. It need not have to be super detailed. As long as the flow is there, I think tattoo is about flow, The road's been long in the Lion City, but they're all the pieces of me.